Il faut lui dire merci parce que c'est grâce à lui que Eloquentia existe aujourd'hui. Il va vous dire quelques mots dans quelques instants pour nous présenter notre jury d'avocats exceptionnel. Alors Pierre-Baptiste, pas tout de suite, mais maintenant quand même. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc, bienvenue à la finale Eloquentia, le concours d'éloquence de l'école qu'on a monté cette année. Je vais rapidement passer à l'accueil des invités, sachant que le plus prestigieux d'entre eux se fait un peu attendre aux toilettes. Donc, je vais commencer par les avocats. Et je vais commencer par les dames pour respecter la procédure. Alors je vais appeler Isabelle Châtaignier, que je vous demande d'applaudir. Je vais demander ensuite d'accueillir Véronica Camporo. Deux avocates femmes, maintenant deux avocats hommes. Je vais demander d'applaudir Charles Laroche. Et le dernier, Mathieu I. Alors là, normalement, je dois vous annoncer Nicolas Bedos, mais apparemment, ça s'est un peu attardé aux toilettes. Ah, il arrive, voilà. C'est là, c'est là. On a deux stylos. Voilà, donc le jury est presque au complet. Ok. Donc on aura aussi un collaborateur de PwC, notre partenaire, qui va nous rejoindre dans 5-10 minutes. Donc le principe, donc si vous étiez présent au tour préliminaire, il y avait 10 candidats au départ. Maintenant, il en reste 4 donc, pour cette finale. Dans l'ordre, Benoît, Lucille, Mathis et Mathieu qui vont passer devant vous sur deux sujets différents. Comme la dernière fois, donc chacun aura présenté soit la positive, soit la négative sur un des deux sujets. Et au bout de chacun du couple de sujets, chacun des jurys s'exprimera de manière très gentille sur la prestation des candidats. Puis ensuite, il y aura une délibération du jury pour remettre les lots en partenariat avec PwC et Google. Voilà. Donc le programme de la soirée. Sans plus attendre, on va passer au premier sujet. Alors le sujet que certains connaissent déjà, les avocats, faut-il finir son assiette? Et je vous demande d'accueillir Lucille Borel. J'aime pas mon âge, ni mon image de fille trop sage. Je suis une sauvage. Bonsoir tout le monde, bonsoir le public, bonsoir mesdames et messieurs membres du jury. Faut-il finir son assiette? C'est une bonne question. Non, sérieusement, ça me rappelle quelque chose qui s'est passé en mai 2012. Alors, il y a une chose, eh bien une que l'on aime particulièrement à Audencia, c'est le comique de répétition. Mais j'ai entière confiance en Pierre-Baptiste, ici présent, en ce qui concerne le choix des sujets. Quoique j'aurais pu continuer sur la même lancée, ça aurait été bien plus simple et puis ça m'aurait épargné du temps. Au lieu de cela, je laisse à la candidate de mai dernier son copyright et j'introduirai donc ainsi papa, m'a toujours dit qu'il fallait que je finisse mon assiette. Cependant, ce matin, très tôt, après avoir fini mon dernier verre de bière, le désarroi, l'incompréhension totale, j'aurais été mal éduquée. En effet, si je m'en tiens à l'étude des plus poussées que je consultais ce matin sur nounouetou.com, mes parents seraient de mauvais parents, que dis-je, des bourreaux,
qui aurait favorisé chez moi les problèmes de poids. Ouais, en effet. C'est sûr que si je prends en exemple le premier repas où je me souviens avoir dit non, c'est-à-dire à l'âge d'à peu près 3 ans, la théorie des nounous briseuses d'enfance serait confirmée. Un vrai traquenard. Mon père, à ma gauche, ma mère, à ma droite, et l'assiette, là, en face. Vous auriez pensé la même chose que moi si vous aviez vu ces victuailles. Tout d'abord, ceci. Puis ceci. Et ceci. Cuvée de la Roche, Borbro 93. Car oui, mes géniteurs avaient déjà dans l'esprit l'idée de me sevrer dans l'éventualité où j'irais cirer les bancs d'une école de commerce. Eh ben non. Je me dois maintenant de défendre les finis ton assiette, et en tant que reine de la dernière lapée de soupe, que championne du gobage de Flambie, ou de l'extermination de la dernière coquillette existante dans mon plat, en tant que détentrice du record féminin du bourrage de ventre au Hummer, c'est-à-dire 3 steaks et bien d'autres aliments fort sympathiques, je me fais un devoir aujourd'hui de vous dire « Oui, finissez vos écuelles !» Pourquoi, allez-vous rétorquer? Pour la simple et bonne raison qu'à la base, la plupart du temps, nous remplissons nous-mêmes nos assiettes, ce dans le simple but de les finir. Si la façon de remplir son récipient ou si la quantité à l'intérieur était toujours la même, cela se saurait enfin. Ainsi, tout cela diffère selon la personne et même selon l'humeur. Pour alimenter ma pensée, je me servirai d'un cobaye, moi-même. J'ai effectivement différentes envies selon les périodes et cela influe grandement sur la quantité requise. J'ai donc 4 façons de me faire plaisir. La première concerne mes petites faims. Je pourrais l'intituler mon moment Jean-Michel Cohen en l'honneur des petites portions peu caloriques que ce cher diététicien recommande. Mais encore une fois, non. J'ai décidé de l'appeler mon moment Alex. C'est un peu un entremets. Il est aisé de le finir, étant donné que la quantité n'est pas imposante en soi. Mais cela a beau être assez petit comme portion, au final, je suis vite rassasiée car j'ai bien dégusté. La deuxième est simplement mon plat de résistance. Un moment lambda, mon moment Antoine. Cela s'apparente à un bon plat simple, assez bien rempli. Le but étant de se nourrir, j'ai généralement tendance à ne pas savourer assez, à manger pour manger, presque à m'embêter. La troisième, que je nomme communément mon moment Charlie, est peut-être la meilleure de toutes. Dans mes phases de grande faim, et elles sont nombreuses, je fais appel à cette solution. La portion est certes plus grande que les 2 précédentes. Cela ne veut point dire que je ne finis pas mon assiette. Bien au contraire, ce plat de résistance étant quelque peu conséquent, il faut prendre son temps afin d'en profiter. La règle primordiale est de ne surtout pas avaler. Enfin, la dernière, mais aussi celle qui a été la plus rare dans mon cas, la boulimia maxima, c'est-à-dire mon moment maxima. J'ai changé de prénom car il avait un besoin de confidentialité étant donné qu'il doit être à Audencia. Je me disais que j'avais une faim de loup, puis je me rendais vite compte que j'avais eu les yeux plus gros que le ventre, et qui sait pourtant que j'ai un appétit féroce. J'étais ravie en voyant cet énorme plat, mais devenais profondément déçue, me rendant compte que je n'y verrais aucune joie dans la dégustation et me résignais à le finir tout de même. C'était un travail des plus laborieux. Je vois le bonheur dans mon assiette, le gentil Sisyphe de Camus aussi. Imaginez-le, éprouvant, remontant la montagne et à la fin, cet éternel recommencement, cette assiette pleine. Sisyphe semble heureux, moi aussi. Je m'en vais de ce pas avec cette phrase, la seule, la dernière. Il faut vivre pour manger et non manger pour vivre. Ahoué, Obélix. Ainsi, je vis pour finir mon assiette. Merci. Voilà, j'accueille tout de suite maintenant le candidat qui va défendre la négative, Benoît Bergeon. Non! Non! Oh mais non! Arrêtez!
Arrêtez de finir vos assiettes. Regardez donc Lucille. Du moins, sa cellulite. Qu'elle tente tant bien que mal de dissimuler derrière des collants opaques Super U à 5,95 €. C'est qu'elle aime ça, la goulue. Finir son assiette. Je vous entends déjà. Vous révoltez et criez « Gaspillage, gaspillage, oh, gaspillage !» Mais messieurs, n'avez-vous jamais dispersé ici ou là quelques semences fertiles au creux de vos draps? Ou pire, sur les claviers de vos ordinateurs? Assassin! Assassin! Ne finissez pas tout seul. Lucille a faim. Partagez. Oui, partagez. Car c'est bien de cela dont il s'agit. De partage. Ne dit-on pas partager un repas? Finir son assiette, c'est rompre le lien social. C'est tuer la part d'humanité en chacun d'entre nous. Oui, je sais, ça fait peur. Ne soyez pas trop gourmand. Vous le paierez le prix cher. 6 millions pour DSK. Oui. Partagez, partagez. Vous savez, il n'y a pas encore si longtemps, je me suis retrouvé face à ce que l'on pourrait appeler une grosse gourmande. Elle était réputée pour toujours finir son assiette. Elle ne mâchait pas, elle gobait, tout simplement. Et là, pendant qu'elle se nourrissait, je lui ai posé une question. Lucille, pourquoi tant d'ardeur à la tâche? Quel est ton plaisir à ne faire que gober? Et elle m'a répondu. Ah oui! Ah, c'est bon, oui, encore, j'aime ça! Oui, j'aime ça! Oh oui, encore, encore! Oui? Quand je vous disais que de telles pratiques nous enlevaient toute part d'humanité entre nous. Parce que, à ce moment précis, Lucille ressemblait plus à ce que l'on pourrait appeler peut-être une chienne, plus qu'une humaine. Ne meurs pas, Lucille, il fallait bien que quelqu'un parle de ta boulimie. Mais revenons à l'essentiel, si vous me le permettez. Car ne pas finir son assiette, c'est avant tout savoir se retenir. Et vous savez combien cela peut être parfois difficile de se retenir. Mais c'est pourtant avec la frustration que vous prendrez le plus de plaisir. Car manger ou gober, c'est avant tout une question de plaisir. Et quelle déception lorsqu'un moment de plaisir ne dure qu'un instant. Prenez donc votre temps, oui, et ne faites pas que gober comme Lucille. Découvrez lentement chaque saveur, une à une, et prenez une pause. Je sais, c'est frustrant, mais lorsque vous allez revenir pour finir votre assiette, vous aurez alors tellement faim que vous allez prendre l'assiette en main, la lécher de bas en haut, jusqu'à finir l'ultime et la dernière petite goutte de sauce. C'est donc bien clair, finir son assiette peut paraître alléchant, mais à quoi bon la finir tout seul? Partager. Oui, je sais pas moi, peut-être avec une copine ou un copain, ça dépend. Le vrai problème n'est pas de finir son assiette, mais de la finir seule. Parce que, à quoi cela sert-il de découvrir quelque chose de bon si c'est pas pour en faire partager ses amis? À plusieurs reprises, j'ai entendu des amis me dire « Ah oui, c'était bon! C'était tellement bon, tu peux pas imaginer! Oui. » Alors, je leur ai demandé « Je peux y goûter, moi aussi ?» Et ils m'ont répondu « Benoît, arrête! Arrête de tout vouloir. Ce n'est pas pour toi. Arrête de tout vouloir goûter. Non, non !» Bah,
C'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Puisque moi, je partage. Encore hier soir, j'ai partagé avec Nicolas Bedos. 3 fois, tellement c'était bon. N'est-ce pas, Nicolas? Ne sois pas timide, dis-leur. Excusez-moi, je suis encore tout troublé. Bah remets-toi mon petit. Non. Enfin, et je conclurai de cette manière, ne finissez pas vos assiettes, pas tout seul. Je ne le répéterai jamais assez. Et l'été, lorsque le jour a fui, de fleurs couvertes, la plaine, perce au loin un parfum enivrant. Les yeux fermés, l'oreille aux rumeurs entr'ouvertes, on ne dort qu'à demi d'un sommeil transcendant. Le rapport? Aucun. Mais c'est beau. Merci. Bien, alors, donc on a eu les deux prestations sur le premier sujet. Je vais laisser la parole au jury dans l'ordre qu'ils souhaitent. Ils finissent d'écrire. Qui veut commencer? Il faut le pupitre. Je vois que c'est bien organisé. Bah, écoutez, on me laisse le privilège de commencer, donc j'en suis ravi. Alors, je reviendrai sur la positive, Lucille Borel. Donc j'ai retenu que vous aviez cité l'avare. Donc il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Moi j'ai envie de vous citer Rabelais, pour défendre la positive aussi. L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant. Et pour vous, Benoît Bergeron, c'est aussi une autre citation, mais de la des tontons flingueurs qui me vient. C'est « il dit qu'il ne voit pas le rapport ». C'était un peu le sens de votre conclusion. Et c'est un peu aussi le filigrane de ce que j'ai entendu. Lucille, faut-il bafouiller dès la première phrase de son discours? D'un point de vue de l'éloquence pure, j'ai envie de te répondre non. D'un point de vue de la rhétorique, j'ai également envie de te dire non. Alors... Lucille, je ne sais pas si tu t'intéresses à ma vie. Si c'est le cas, c'est une preuve supplémentaire de tes problèmes psychiatriques. Comme toi, je suis un enfant martyr. Je suis né à Cholet dans le 49. J'ai pris à l'entrée de cette salle le Ouest France d'aujourd'hui et j'ai découvert que toute ma famille venait de décéder. Mais ça ne gâche pas ma bonne humeur. Ça ne gâche pas ma bonne humeur d'être avec vous. Alors évidemment, Cholet, c'est loin et à côté, Nantes c'est New York. D'ailleurs, on le voit dans le hall de votre école, puisque à côté de Nantes, il y a écrit New York, Los Angeles, Tokyo, ce qui, d'une part, est d'une prétention sans fin, et d'autre part, n'a aucun intérêt, puisque nous sommes à Nantes, nous savons quelle heure il est à Nantes. Alors... Dans ce Ouest France, il y a d'autres informations que je voulais vous communiquer. D'abord, 6 nouvelles chaînes de la TNT vont bientôt arriver. Ensuite, à Mouais, en Loire-Atlantique, la maison d'un père de famille détruite par le feu. C'est moche, mais c'est moins moche qu'un discours de Benoît Bergeron.
Et de cette enfance douloureuse à Cholet, battue par ma mère, alcoolique, et violée par mon grand-père, de cette enfance douloureuse à manger de la neige l'hiver et à sucer des racines et mon grand-père l'été, j'ai retenu comme toi, Lucille, ce goût du sperme et du travail mal fait. Alors, j'ai envie de te dire, eh bien, luttons ensemble, Lucille, luttons ensemble contre ces enfoirés qui ont détruit nos vies, comme Benoît Bergeon. Benoît, tu n'as pas seulement ruiné ma vie, mais aussi celle de Véronica Camporo, ici présente, dans la mesure où, à cause de toi, je vais être obligé de raconter cette sordide histoire qui, sans violer le secret professionnel, concerne un client de Véronica Camporo qui a été extrêmement surprise en arrivant à la gare de Nantes, puisqu'il y a quelques dizaines d'années, un de ses clients a été condamné pour un viol dans les toilettes de la gare de Nantes. Je vous l'accorde, c'est glamour. Et eh bien, cette jeune femme violée, Lucille, c'était ta mère. Et ce criminel, Benoît, c'était ton père. Benoît, je t'invite à rentrer en contact avec Véronica Camporo pour récupérer le numéro d'écrou de ta mère, de ton père, pardon. Aujourd'hui, Lucille et Benoît, vous vous retrouvez comme ça par les hasards du destin. Et j'ai envie de vous dire que vous avez la possibilité de nous rendre enfin service. Entretuez-vous. Lorsque Pierre Baptiste, il y a désormais quelques mois, nous a invités à ce concours, il a cru pouvoir nous inciter à venir en disant « Cet amphi Édith de Nantes a accueilli les plus grands, Christophe Barbier, Dominique de Villepin et Alain Finkielkraut !» Alors avec des invités comme ça, on s'est dit que cet amphi, effectivement, on a entendu beaucoup des conneries. Mais ce soir, je pense qu'avec Lucie, on a dépassé le mur du con. Après avoir passé 2 heures dans un train depuis la gare Montparnasse, avoir une femme allaiter un enfant en face de soi, c'est-à-dire qu'on passe 2 heures en face d'un nichon qu'on ne peut pas regarder, on est accueilli par un petit comité d'accueil, un type qui est en sweatshirt rouge, parce que, bien entendu, dans chaque école de commerce, il faut un mec qui a un sweatshirt parce que ça lui donne une aura extraordinaire. Et puis, on fait ce qui est formellement interdit dans tous les guides du routard, on monte dans la voiture d'un inconnu. C'est là, on arrive dans la Citroën Saxo de Maxence, qui manque de nous tuer à 7 reprises, notamment sur un rond-point où il voit un bus, il dit « Il n'a pas le droit !» Il arrive, il nous fait un truc à l'assurance tout risque. Et puis, je peux vous assurer qu'après une journée comme ça, je n'ai plus peur de la mort. Et puis, on voit Lucie, le physique de Neuilly avec les passe-temps de Bobigny, quoi. L'union parfaite entre l'anorexie et le bourrage de Hummer. Parce que quand tu parles des grands moments, quand tu as des grands moments de faim, tu manges du Charlie. Mais oui, c'est une bonne idée de manger du Charlie. Parce qu'effectivement, c'est un plat de résistance qui se mange longuement, tu as raison, mais qui ne s'avale pas. Et ça, il faut en discuter ensemble quand même. Et d'ailleurs, c'est après qu'on voit Benoît qui est le défenseur de la négative. Alors à Nantes, je vous explique, on a inventé un mot qui s'appelle « être contre ». Donc, quand on défend la négative, on est contre, voilà. Alors, après la fille qui n'avale pas, Benoît arrive avec cette phrase énigmatique « Tu sais, c'est parfois difficile de se retenir ». Alors, c'est comme si chaque discours, en fait, était en communion, mais pas pour les bonnes réponses. Donc, en fait, il y a des messages cachés qu'il faut interpréter. Et surtout, c'est l'homme qui conclurait ces discours. Et donc, comme conclusion, il arrive avec cette phrase « Des fleurs couvertes par la plaine, au loin des parfums enivrants, superstar !» C'est la diction d'Édith Piaf avec un discours digne des musclés. Et avec un Benoît comme ça, on finit son assiette.
Oui, donc je confirme, effectivement, on s'est tapé un voyage de 2 heures où je me rends compte que Mathieu m'a piqué toutes mes vannes qu'on avait préparées dans le train. Et je me retrouve avec la seule vanne de Mathieu qu'il m'est sorti pendant le trajet, c'est-à-dire à chaque fois qu'il allait aux toilettes, il me disait « je vais me faire un rail ». Donc voilà, tout l'humour de mon confrère. Donc je me suis dit, je vais quitter Paris, cette ville de déprave et de débauche, pour arriver à Nantes. Je vois un sujet tout à fait mignon, faut-il finir son assiette ? Moi, personnellement, ça me rappelle mon enfance et de ma grand-mère mexicaine qui me disait que lorsqu'on ne finissait pas son assiette, tout terminait dans un tuyau à notre mort et on se transformait en cochon et on devait tout avaler par le tuyau. Enfin bref. Petite digression, mais non, Lucille Borel et Benoît Bergeon ont tous les deux trouvé un rapport avec le sexe. Alors, je trouve que leur rapport est très, très poussé et très capillotracté, mais franchement, vous auriez pu... y aller plus franc du collier. Alors, on a eu le film porno, là, on a le discours porno discount. Alors, à la place de Clara Morgan, on a Lucille Borel en Claire Morganette. Alors, chérie, tu nous parles que tu n'avales pas de 4 façons de te faire plaisir. Là-dessus, tu aurais pu y aller plus sincèrement en disant je préfère avaler parce que j'adore quand on me crache la purée dans la bouche. Alors, 4 façons de se faire plaisir, là, au lieu de trouver des métaphores, tu aurais pu y aller en disant la première, j'adore le cunilingus, la deuxième, j'adore les jacques faciales, et j'adore la double pénétration, comme ça fait 4. Enfin, s'agissant de Benoît Bergeon, là aussi on continue dans le porno discount et on a Ricky Soffredo de la Rétotrique. Donc... On a finalement, Benoît, ton discours, c'est juste une simulation d'orgasme sexuel, mais dans ce cas-là, vas-y, franchement, tu t'aurais pu... Oh oui, oh la vache. Oh oui, vas-y, j'adore ton discours, Benoît. Ah oui, c'est bon. Bon, bien évidemment, là, je simulais. Alors moi aussi, je vais revenir sur quelque chose que Charles a dit tout à l'heure. J'aime beaucoup, en ce qui me concerne, cette expression de la défense de la négative. C'est-à-dire, on ne peut pas dire « moi je suis pour », moi je suis l'avocat de la défense de la négative. Tu comprends ? Ça donne l'impression qu'on défend des causes qui sont très importantes, alors que putain, on est en train de se demander si on doit finir son assiette ou pas. Quoi. T'as faim, t'as pas faim, c'est réglé. Pour en revenir à Lucille, elle plaide comme elle jouit. Mal. Alors, mal, effectivement. Alors, elle a commencé sa plaidoirie dans un râle qui était plein de promesses en nous disant « Alors, faut-il finir son assiette ?» Et là, elle a parlé de son père. Et puis, elle est revenue sur le fait, quand même, qu'il fallait prendre son pied en finissant son assiette, en avalant cet énorme plat, toujours avec sa petite moue gourmande. Ce qui me fait dire que tu as vécu des choses terribles, Lucie, dans ton enfance. Alors, je ne sais pas ce que ton papa t'a fait, mais il va falloir aller régler ça sur un divan, et ce sans allusion sexuelle. Benoît Bergeon. Alors, une plaidoirie de Benoît, c'est un peu comme lorsqu'on met le DVD de Titanic. On sait que ça va être un naufrage, mais on a quand même envie de voir le bateau couler. Alors, chez Benoît, j'ai vraiment ressenti l'homme tout en discrétion, hein, le mec qui arrive en faisant... Le mec un peu old school quand même, parce qu'il nous cite encore DSK dans ses plaidoiries en 2012. Il va peut-être falloir se renouveler un jour, hein, ça ne fait plus rire personne depuis à peu près 12 mois. Et c'est surtout l'homme aux allusions sexuelles les plus subtiles du monde, et qui surtout vous les dit avec l'accent de Michou devant une élection de Mister France. Alors, vous allez prendre l'assiette en main et la lécher jusqu'à l'ultime petite goutte de saute. Super coquin. Alors, je ne vais pas refaire les râles que Véronica maîtrise vraisemblablement beaucoup mieux que moi, mais tu es quand même effectivement l'homme qui a inventé la plaidoirie en onomatopée. Eh bien, moi, je résumerais ainsi ta prestation par une onomatopée.
bah, je joue le jeu, moi aussi. Hein. Allez. Bonjour. Bah, tout d'abord, je remercie Pierre Baptiste de m'avoir convié dans une école de commerce, c'est-à-dire dans une école de droite. Quelle étrange idée! Quelle étrange idée! C'est un peu comme si une faculté de lettres classiques sollicitait le parrainage de Nadine Morano, vous voyez? Pourquoi pas? Peu importe, ça me permet de redécouvrir Nantes. Oh. Comme disait Barbara, il pleut sur Nantes, et j'ajouterais à Nantes, même quand il pleut pas, il pleut sur Nantes. Bref, je suis là, et loin de moi l'idée de profiter de cette escapade provinciale afin de glaner la compagnie de quelques sublimes étudiantes bien roulées, fussent-elles de droite. Mesdemoiselles, sachez que sur le plan sentimental, tel François Bayrou, je suis ouvert à toutes les alliances. Puisqu'on parle d'alliance, sachez que j'ai retiré la mienne jusqu'à demain matin, heure à laquelle ma sublime fiancée viendra me chercher à la gare Montparnasse de Paris, ville civilisée. Bon, pour revenir juste à nos deux jeunes camarades, Lucille, en écoutant l'intro de la première candidate, je me suis d'abord interrogé. Ai-je été invité à un concours d'éloquence ou au Téléthon? En effet, avec tout le respect que j'ai pour la ravissante myopathe qui vient de s'exprimer, je ne saurais trop lui conseiller de dompter son trac à l'aide d'un Carlixo, voire d'un gramme de MDMA. Et si l'anxiété persiste, voir si ses nerfs ne consentent à se détendre, je l'encourage carrément à visionner un discours de Jean-Marc Ayrault, le plus efficace tranquillisant de la Ve République. Quant à Benoît, le jeune prépubère qui lui a répondu et qui sera, j'en suis sûr, encore plus charismatique quand il aura mué, et que quelques poils délicats se seront décidés à pousser sur ces microburnes, il semble qu'il soit resté bloqué au stade youporn.com. En effet, tel Laurent Baffy, Jean-Marie Bigard ou Dominique Strauss-Kahn, qu'il vient de citer, Benoît aime à finir toutes ses phrases par bite, salope ou etc. Afin de calmer ses ardeurs de puceau mal branlé, je ne saurais trop lui conseiller, une fois de plus, un discours de Jean-Marc Ayrault. Ça marche à tous les coups, comme quoi être Premier ministre, ça sert à tout. Merci beaucoup. Bien, on va passer au deuxième sujet. Et donc... on va passer au deuxième sujet. La polygamie, une manière de mutualiser les risques. Et donc j'appelle Mathis Pellerin. Ah non, on peut pas commencer comme ça, faut laisser la musique jusqu'au bout quand même. Faut laisser les premières... J'aurais bien aimé. Musique. Du lundi au mardi, on viole. Du mercredi au jeudi, on viole. Vendredi, entre amis, on viole. Samedi, en famille, on viole. J'adore cette chanson. Alors, la polygamie, une manière de mutualiser les risques. Oh, je te vois venir, Pierre Baptiste, petit polisson. Toi, ce soir, tu veux du cul. Et moi qui espérais, naïvement peut-être, m'extirper d'une thématique qui, je le consens, me colle si bien à la peau, lisse. Mais non, le sort en a décidé autrement. Alea jacta est. Ce sera la polygamie et ses 30 millions d'amis. Et sache, Pierre Baptiste, que, comme tu en veux, tu en auras.
Qu'est-ce que la polygamie si ce n'est mutuer les risques? Christine Boutin, figure de proue du Parti chrétien-démocrate et pratiquante invétérée de cette noble cause, nous dit à ce sujet: être polygame, c'est disposer à un même moment, à un moment T, comme turlute, nous dit-elle, de plusieurs conjoints. Elle insiste, à juste titre, et au fond cela ne m'étonne pas de Christine, sur le fait que la polygamie s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Alors les filles, heureuses? Très heureuse. La polygamie s'oppose donc, parce qu'elle en est le contraire, à la monogamie. Au dogme, oui, au dogme du couple à deux que d'aucuns qualifieront de fléau national, comme je les comprends. Néanmoins, la monogamie a pour mérite d'être appliquée à sens unique dans la quasi-totalité du monde, excepté en Ouganda et au Burkina Faso. Mais dis-moi, Mathieu, c'est de là que tu viens, non? Mathieu, combien as-tu de papa? Combien as-tu de maman? Pourtant, l'histoire avec un grand H, n'a pas manqué de souligner le courage de ces hommes qui ont osé se dresser contre cette pensée unique, ce véritable Big Brother du sexe. Je pourrais parler des épicuriens, des hédonistes, mais prenons plutôt un exemple récent, mis en contexte. Nous sommes en 1890 après JC, aka Jésus-Christ. Toute l'Europe est féodée, asservie sous le joug de la puissante monogamie. Toutes? Non. Car une caste peuplée d'irréductibles teutons résiste encore et toujours à l'envahisseur. Leur nom, les psychanalystes, avec à leur tête un obsédé sexuel de renom, Freud, Sigmund Freud. Ces derniers avaient pourtant tout compris. Nos désirs, nos aspirations les plus profondes, celles que l'on ose s'avouer, sont à l'origine de tous nos maux et de nombreuses souffrances. Schizophrénie, dépression, violence exacerbée et autres diarrhées. Ces désirs profonds, ces secrets inavouables, ne sont-ils pas tous tournés, orientés vers la sexualité? À cette question, la réponse est sans équivoque. Oui, ils le sont. Que vous rêviez de votre professeur, des membres de votre jury, de la mère de votre coloc, salut les gars, de votre chihuahua ou de votre petite sœur, le constat reste le même. Il est temps d'arrêter de se voiler la face. Ce soir, dans ce temple de Lady de Nantes, j'accuse, oui, j'accuse la monogamie de brider nos désirs et nos amours. Par la règle intangible du couple à deux, elle nous enferme dans une cage et castre nos élans, nos instincts, notre âme. Ne ressentez-vous pas au plus profond de votre être toute la frustration et la bile visqueuse que ce dogme, cette prison de l'amour à deux vous impose? Mes frères, si vous ne réagissez pas, ce tombeau sera votre tombeau. Mince alors, n'en avez-vous pas assez de devoir toujours choisir entre votre copine et ses copines? Entre votre mère et votre grand-mère au cimetière? Entre le rouge soviétique et le bleu des forêts? Pourquoi faudrait-il toujours se restreindre à quantifier la plus belle chose qui existe sur Terre? L'amour. Afin de choisir le mieux-disant, la mieux-disante. Ce soir, mes frères, je pars en guerre et vous appelle à me rejoindre pour mettre fin au règne sans partage d'un monde où il est interdit d'en aimer 2 ou 3 ou 15. Libérez-vous de vos chaînes. Croyez-moi, le monde libre existe. Ce n'est point une chimère, ces rivières sont de lait, ces arbres en pain d'épices, et la jouissance y a élu domicile. Dans ce doux pays de cocagne qu'est la polygamie, fini les mensonges, les maîtresses, les amants. Plus besoin de se cacher, plus de peine, plus de divorce, place à l'extase et la volupté. Digne fils de Densia, je suis Mathis Papillon, commandant en chef des armées du Rex et fidèle serviteur de l'empereur Jean Charroux I. Prenez les armes, tenez la ligne, et si jamais dans la bataille vous vous trouvez seul, chevauchant le soleil sur le visage, dans de verts pâturages, ne soyez pas troublés, car vous êtes déjà morts. Excusez-moi, je m'emporte. Vous l'aurez tous compris, je crois, la polygamie
Je dis oui. Après tout, polygamer, c'est aussi savoir partager. Les bons moments, certes, comme les mauvais. Partager les richesses, mais aussi les risques. Alors, quels risques, me direz-vous? Les risques sexuels? Eh bien oui, les risques sexuels. Parlons-en. La polygamie, c'est aussi l'occasion de partager sa syphilis, son petit sida, ses champignons ou son herpès génital. C'est beau en herpès, c'est beau. Ce n'est pas un gros mot, herpès. Je ris car justement, j'ai en mémoire celui de Nicolas Bedos, ici présent avec sa petite croûte panée. Cette muqueuse enflammée, ses craquelures découvrant à peine un pu jaune poussin, jaune canari. Et que dire des mouches, Nicolas? Montre-le, Nicolas. N'aie pas peur. Non, je plaisante. Je profite de cette tribune qui m'est donnée en ce jour pour appeler toutes les femmes en manque, d'affection, de tendresse, bien sûr, à se joindre à moi afin de former une seule et unique famille. Oh oui. En effet, je ne puis douter à présent de votre soutien à cette belle cause, mais sachez, mes frères, que seule une raison ultime m'a poussé à m'en faire le héros. Cette raison, tu la connais, Charles Haroche. Acceptes-tu de partager ta femme avec moi? Merci. Et donc, deuxième candidat sur ce sujet, Mathieu Bouda. Je répète la crampe desquelles à te tourner. Je mets une double vie, celle avec ma petite amie, celle avec les autres filles. Je mets une double vie, comme si je marchais sur un fil entre le jour et la nuit. Je mets une double vie, celle avec ma petite amie, celle avec les autres filles. Je mets une double vie, et je sais déjà comment ça va finir mal. Bonsoir à tous, bonsoir public, bonsoir jury. La polygamie, une manière de mutualiser les risques. Quand il y en a une, ça va encore. C'est quand il y en a plusieurs que ça pose problème. C'est ce que ce cher Brice Hortefeux aurait dû nous dire cet après-midi de fin d'été 2009, plutôt que de dénoncer le nombre d'Auvergnats en France. Quelle idée! Car oui, une femme c'est bien, c'est même déjà assez compliqué comme ça. Mais alors, pour en vouloir plusieurs, autant d'ores et déjà se donner la mort en allant se taper toutes les Congolaises de la rue Paul Bellamy. Matisse, bel et faible hédoniste, a voulu vous faire croire qu'on mutualise les risques et autres contraintes de la vie en étant polygame. Eh bien, tu fus dans l'erreur, hein, mon cher Matisse. Mais les gens comprendront, car tu n'as certainement pas la chance, comme moi, d'avoir un père, un grand-père, un arrière-grand-père polygame. C'est de tradition dans la famille, dans mon pays et sur mon continent d'origine. Hamza Ismili, présent ou pas dans la salle, ne vous contredira pas. Il a 5 mères. D'ailleurs, j'étais certain que Pierre Baptiste, par analogie avec mon teint légèrement basané, m'aurait collé la tare de défendre la positive du sujet qui nous concerne aujourd'hui. Car pour ma part, je suis convaincu que la polygamie ne met pas en commun les risques pour en limiter les occurrences. Elle en multiplie l'impact par rapport à ceux qu'on peut connaître en étant seul ou monogame. Multiplication du risque de se faire dépouiller par l'une de ces femmes vénales en école de commerce au vu de l'argent que vous ferez, ça compte. Mais aussi du risque, à cause de la jalousie d'une de ses partenaires, de se faire dérober sa semence pour concevoir un rejeton non souhaité. Je vous passe les moyens utilisés, buccaux ou non, que j'ai pu observer à la télévision. Bon, allez, je sais que vous en avez envie. L'autre soir, entre 2 bouchées de poulet de chez KFC, avec un ami sénégalais, me raconta tout à trac comment l'une de ces femmes, la faciale un peu trop facile, pour ne pas citer le parolier rappeur Rof, en avait profité pour lui faire un enfant sur le dos. Pour le calmer, je lui fis miroiter la perspective d'allocation familiale supplémentaire, ce qui le rendit heureux de rechef. Ah bah oui, parce que c'est sûr que la polygamie vous permet d'être plutôt à l'abri du risque. Je prends le pari que la plupart des gens présents dans l'auditoire, toi par exemple,
n'a vu dans le terme polygamie qu'un homme et plusieurs femmes. Mais dans ce contexte si particulier de l'école de commerce, comment éluder le phénomène inverse, à savoir une femme et plusieurs hommes? Nul besoin de vous rappeler que les filles d'Audencia se laissent facilement enivrer par l'opportunité de changer de partenaire comme de chaussettes, voire même de s'en taper deux en même temps. Une jeunesse dépravée qui intéresserait fortement à Nicolas Bedos, qui se dit amoureux des jolies filles. Il y a dû avoir un problème sur la dernière. Hein. Mais je ne vous conseille... Tu parles de qui? Ah, là, t'es emmerdé parce que... Hein d'une certaine ex-asiatique présente sur Internet, qui vous a fait un peu de mal d'ailleurs. Mais... Ouais. Toi, je vais te terminer dans 3 minutes. Mais je ne vous conseille pas l'eau d'ancienne, messieurs Bedos, I et Haroche. Parce que oui, elle mutualise pendant les soirées de l'eau d'ancien. Elle mutualise les rhumes. Il vous suffit, cher jury, de constater le nombre de souffreteux présents dans la salle. Les mononucléoses, des herpès et même la petite vérole dans le pire des cas. En fait, la polygamie ne mutualise pas les risques, bien au contraire. Elle en crée de nouveaux, bien pires que les originaux. Parlons double vie. Non, pas celle d'un marmot de la Bassie, doux comme un agneau le jour, prédateur alcoolisé la nuit, mais plutôt celle d'un Jean du Jardin dans Les Infidèles, avec qui, monsieur Bedos, vous partagez une réelle amitié, mais aussi une calvitie naissante. Dans... Mener une double vie n'a rien de plus risqué, hormis le coût que cela représente. Le risque d'être découvert est bien entendu le plus grave. Imaginez les conséquences si on apprenait que notre bien-aimé directeur Jean Charrois avait en secret une relation avec Claude Lombard. Si Charles Laroche, ici présent, comptait fleurette en douce avec Isabelle Châtaignier, elle aussi présente. Ah pardon, c'est déjà le cas. Je ne sais pas, moi, si Mickey sortait avec Daisy. Bref, certains diront que l'on est polygame parce que l'on a une libido au-dessus de la moyenne et qu'une seule compagne ne saurait suffire. Dominique Strauss-Kahn, oui, Isabelle Châtaigneuse, DSK, ce visionnaire a pour moi trouvé le parfait compromis entre une libido qui ferait même pâlir Rocco Siffredi et une véritable limitation des risques. Pourquoi s'embêter à se marier ou à vivre avec plusieurs femmes quand on peut copuler avec l'une des quelques millions de femmes de chambre travaillant dans le monde? Tous les avantages de la polygamie sans les inconvénients. C'est QFD. La polygamie, c'est aussi un aveu de faiblesse. S'enticher de plusieurs compagnons, c'est chercher à s'éviter une seule et unique déception amoureuse qui ferait beaucoup trop de mal à l'homme fragile. En effet, il est beaucoup plus aisé de se tourner vers ses autres partenaires si cela n'a pas fonctionné avec l'une d'entre elles. Oui, Mathis, ton discours était celui d'un paresseux de l'amour, puisque tu ne chercherais point à retenir l'une des nombreuses femmes que tu rêves d'avoir, tout comme celle que tu n'as pas retenue ce matin d'ailleurs. Visez la quantité, pas la qualité, pour soi-disant mutualiser les risques. J'ai envie, pour étayer une ultime fois ma critique, de vous parler d'une émission culturelle, et même plutôt intellectuelle, riche en enseignements. Ça s'appelle « Qui veut épouser mon fils ?» Sur TF1, le vendredi, deuxième partie de soirée. Le concept de l'émission est plutôt simple. Un fils à maman, un Tanguy, hommage à mon précédent adversaire du premier tour, et quelques prétendants tout droit sortis des trottoirs parisiens. La production crée plusieurs mises en scène pour nous faire croire qu'ils trouvent tous plus ou moins l'amour. Un cas particulier à mettre en exergue, un certain Frédéric, approchant la quarantaine, toujours chez sa mère, pompier volontaire, gentil, et disons-le, aussi simple d'esprit que mon ami Arthur le Cornu, après moult verres dans le nez. Frédéric, donc, le contexte aidant, a vite affiché ses tendances polygamiques en déclarant à 2 femmes différentes sa flamme en 3 émissions. L'une d'entre elles, pris de panique devant l'Olibrius au physique peu avantageux, s'est d'ailleurs empressée de se retirer. Les autres candidats ne sont pas en reste, puisqu'ils couchent avec toutes leurs prétendantes, par amour évidemment. En somme, avoir plusieurs partenaires, c'est donc seulement un manque de confiance en soi, qu'on veut cacher, qu'on veut se cacher, puisque l'on croit se mettre à l'abri et surtout se faire plaisir. Non, la polygamie ne permet pas de mutualiser les risques. Elle fait croire qu'on les mutualise et rassure. Pour conclure, légèrement hors sujet, je sais que cet événement est le dernier pour nous. Les deuxièmes années, le journal télévisé de demain ne compte pas évidemment. Il m'a été confié la tâche d'houspiller les polygames et de vous faire croire que c'était tout sauf une manière de limiter les risques.
Eh bien ce soir, laissez-moi vous convaincre un peu plus. Ce soir, je suis polygame. J'aime chaque étudiant de ma promo, et pourtant, ça ne m'empêchera pas de courir le risque de pleurer pour chacun d'entre vous. Merci à tous. Donc c'est bien, tous les deux, vous avez commencé avec des jolies chansons. C'était bien. Ensuite, ce qui a suivi a suivi. Donc vous, Mathis Pellerin, finalement, les risques, vous les mutualisez pour vous, mais en revanche, vous les multipliez pour les autres. Hein. Parce que la syphilis, tout, vous multipliez tout. Vous, monsieur Bouddha, finalement, je me demande si vous n'êtes pas un peu conservateur. Hein. De ce point de vue, vous seriez bien étudiant d'école de commerce, de droite, comme a dit notre invité. Finalement, vous, la petite vie tranquille, une femme, une maîtresse, votre situation bien installée, finalement, ça vous conviendrait bien. Par contre, vous, monsieur Pellerin, prêt à tout. Hein. Je ne sais pas qui aura convaincu qui de quoi. Peut-être vous, monsieur Pellerin, que finalement, la monogamie est ce qu'il y a de préférable. Et finalement, vous, monsieur Bouddha, c'est peut-être vous qui nous avez convaincus, finalement, que la polygamie, voilà. Merci. Cet après-midi ressemble de plus en plus à une émission sur France 3 Nantes. C'est à 2 pas d'Angers, la capitale mondiale des affaires de viol sur enfants. On oublie trop souvent que Nantes garde des petits charmes cachés. À proximité du monument Lucie Bossel dédié à l'éjaculation faciale, vous trouverez la maison natale de Mathis Pellerin. Au-delà du fait qu'à Nantes, il y a un accent du Midi, hein, Mathis Pellerin est l'inventeur du nœud papillon qui tourne pour blague pourrie. La polygamie, c'est un instant T comme turlute. Wouh! Vous applaudissez sur n'importe quoi, hein, quand même. Mais c'est avant tout l'inventeur, avec son frère Benoît, du porno médiéval. Le porno médiéval, ça consiste en quoi? Ah mon Dieu, votre épée, votre verge est comme l'épée de Charlemagne, longue, dure et fatale. Voilà. C'est un homme qui a eu une vie qui mériterait d'être reconnu. Donc inventeur des blagues pourries, ça on l'a déjà dit. Il a trouvé la mort après avoir tenté de demander à Charles Laroche s'il était prêt à partager sa femme. Sur son épitaphe, on retrouva ces quelques mots, MDR, mort de rire. Et puis nous passons très loin dans les savanes de Nantes, dans la Nantes subsaharienne, avec Mathieu Bouddha, la poutre de Nantes. Oui. Alors, Mathieu Bouddha vient de ces contrées lointaines et mystérieuses où l'on ne fait pas des enfants dans le dos, mais des enfants sur le dos. Alors, cela représenterait une avancée décisive dans le débat sur le mariage pour tous, parce que si on arrive à faire des enfants directement dans le dos, je peux vous assurer que ça va régler le problème de l'adoption. Alors, il a l'intelligence et l'esprit et la finesse de rentrer dans le chou de Nicolas Bedos, qui ne lui a rien demandé, devant 5 avocats, et Nicolas Bedos s'est retourné vers moi en disant « Ouais, j'ai beau être de gauche, pour lui, ça sent le retour à la frontière. » Bon. Ce qui m'amène quand même à cette question fondamentale, obsédante, pénétrante. Mais qu'est-ce que vous avez, bon Dieu, avec le cul dans cette université? Mais je ne dis pas dans cette université, c'est dans toutes les écoles de commerce. Moi, à la fac de droit à Assas, on avait des préoccupations beaucoup plus bonnes. Casser la gueule d'un juif ou d'un arabe. Mais chez vous, c'est maladif. On a l'impression que vous n'en avez jamais vu un, quoi. Et c'est-à-dire que la polygamie, il y a d'autres avantages beaucoup plus décisifs. Je ne sais pas, moi, la cuisine, par exemple. Vous avez 2 femmes, c'est quand même l'assurance d'avoir un appartement propre, rangé,
d'avoir des enfants qui vont à l'école, et vous pouvez rester, en plus, vous n'utilisez pas les risques, vous m'utilisez les salaires, quoi. Alors, je me dis, il faut prendre le temps, à Audencia, de faire une grande thérapie, parce qu'on se croirait dans un collège de mormons qui découvre le cul. Allez-y, donnez-vous par la main, et puis, allez, on va réussir à avancer, on va vous faire découvrir la vraie vie. Parce que quand vous irez à Paris, je vous assure que la rue Saint-Denis n'aura pas des moyens suffisants pour vous tous, hein. Alors, c'est vraiment ce choc décisif qui me permettra d'aller aux assises sans aucun problème désormais dans les affaires de viol, m'inspire une réflexion. C'est, on a vu beaucoup de talents aujourd'hui, on a vu beaucoup de candidats qui ont du panache, et je crois que le plus important dans ces journées comme celle-ci, c'est d'avoir le courage de venir, de prendre la parole, et pas nécessairement pour faire rire, pas nécessairement, vous pouvez aussi émouvoir, mais c'est vraiment d'avoir cette démarche qui consiste à dire, voilà, j'ai des couilles, j'y vais, je me montre. Bravo à vous. Alors, avant de venir à Nantes, moi, on m'avait dit, tu vas voir, c'est une petite ville délicieuse, c'est adorable, ça a le charme de la province, les petits oiseaux qui chantent et tout. Moi, je me suis imaginé des petits balcons fleuris, des potagers garnis, à la limite, une petite histoire de fesses entre la boulangère et le facteur, juste pour égayer un petit peu le tout, mais vraiment quelque chose de sympathique. Et en fait, j'ai découvert que vous étiez une dangereuse communauté de partouzeurs, quoi. Audencia, c'est le Woodstock de l'Armorique. Enfin, c'est un truc qu'on n'imagine pas. Alors donc dans la série Nantes veut du cul, Mathis a balancé la sauce, hein, si je puis me permettre, en nous avons la vérité sur ces parties coquines avec Pierre Baptiste. C'est vrai que vous vivez sur un campus en province, hein, il faut bien s'occuper le dimanche soir. Mathis, j'ai bien senti quand tu nous as parlé de cette caste d'irrésistibles teutons, qu'en réalité tu voulais nous parler de la fameuse caste des irrésistibles tétons. Le gang des tétons fiers, des tétons vainqueurs, des tétons colonisateurs. Mais pourquoi donc t'es-tu brimé, mon garçon? Tu avais peur que Pierre Baptiste le prenne mal? Tu ne voulais pas blesser son petit cœur? Tu avais peur de lui avouer que lui avais refilé une MST chopée auprès d'une gourgandine locale? Je suis sûre qu'il t'aurait pardonné pour ton chouchou. Tout comme je suis sûre que Charles Laroche t'a déjà pardonné d'avoir essayé de me proposer un 5 à 7 devant un amphi de 200 personnes. Mathieu Bouddha. Le seul noir bouddhiste connu à ce jour, il est à Nantes. Appelez CNN tout de suite. Alors, Mathieu nous a gratifié de la plus belle allitération que j'ai jamais connue ni entendue, la faciale facile. Autant vous dire que celle-là, je vais la ressortir au dîner de Noël, ça va faire un succès, mais incroyable. Mais ça, c'était avant de nous sortir la liste non exhaustive de toutes les MST les plus dégueulasses qui existent. Ce qui m'a juste donné envie, en fait, d'enfiler 4 doudounes et 15 jogging. Et là, je peux te dire que Charles Laroche, en revanche, va vraiment t'en vouloir parce que tu viens de lui niquer son week-end. Et merde. Et enfin, il y a eu l'apothéose sur Qui veut épouser mon fils. Émission donc à laquelle ta mère avait tenté de participer. Avant que la prod ne lui dise « Autant pour le gay au costume multicolore, c'est jouable, autant pour toi, c'est mort ». Ah, que de culture, que d'humour. Alors, ouais, il y a des blagues qui m'amusent beaucoup, mais certaines moins. Et je voudrais signaler que, Véronica, sans dévoiler quoi que ce soit de ta vie privée, tu as le sida. Voilà. Amusons-nous quand même. Mathis, Mathieu, moi aussi j'y ai droit. Moi aussi, j'ai le droit d'emmerder le public pendant 10 minutes. Conte de Noël. Nous sommes en 1890. Il est 8 heures à Nantes, 12 heures à Los Angeles et 17 heures en Ouganda. Dans le salon, la maman de Mathis... C'est vachement dur à faire ta voix, Mathis.
C'est hyper crevant. Dans le salon, la maman de Matisse discute joyeusement avec ses 7 maris. Le petit Matisse joue avec l'urne de son grand-père en attendant le Père Noël. C'est Noël et Matisse a les yeux écarquillés de l'enfant qui découvre le sapin et se plante une épine dans l'œil. Tata Christine Boutin lui tend enfin cet ours en peluche qui s'éveille devant lui. « Comment tu t'appelles » dit Matisse. « Sale con » répond le petit ours. « Comment tu t'appelles » répète Matisse. « Bouddha. »« T'es trop mignon, toi !»« On va aux putes. » Je préfère qu'on baise ensemble. Ok. Tu me suces ? Dit le petit ours. Non. Il faut d'abord que je demande à Tata Christine Boutin. Répond Matisse. On va aux putes ? Demande le nounours. Et vous savez très bien comment finit cette histoire. Comme tous les contes de Noël, Bouddha et Matisse finirent ensemble dans un monde rempli de faits diarrhéiques et de discours merdiques. Ta 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 ta. Mathieu, pour ne rien dévoiler de notre vie entre nous, en fait, le facteur a interverti l'enveloppe avec celle de ta mère. Mais bon, c'est pas trop grave vu qu'elle était en phase terminale. Et donc, pour rebondir avec ce que disait Charles, qui parlait donc des écoles de commerce et d'Assas, je pense que dans ça, c'est un peu un mélange des deux. Parce qu'en école de commerce, on parle de cul, mais ici, vous êtes également un peu raciste au vu des discours de Matisse et Mathieu, qui ont fait tous deux des allusions très limites sur la population africaine. Alors, je vais être assez courte, hein, j'ai pas grand-chose à dire, un peu comme un rapport sexuel avec Mathieu et Matisse à la suite. Je pense que, à part dire que Matisse m'a fait penser à Franck des To Be Free déguisé en cow-boy, j'ai pas grand-chose à dire, à part une blague. Ça m'a fait penser à une blague, c'est... alors, lequel est le blanc? C'est Mathieu ou Matisse? Je me souviens plus. C'est Matisse. Alors, c'est Matisse qui est sous la douche et il s'est fait tatouer Sylvie sur la bite. Sylvie, c'est sa petite amie imaginaire, puisque Matisse n'est pas polygame ou monogame, il est autogame. Il ne s'est jamais envoyé personne. Et donc, quand il est au repos, on ne voit que le S et le E. Il prend sa douche et puis à côté de lui, il y a Mathieu. Et Mathieu a lui aussi un S et un E sur sa bite en repos. Il lui dit « Ah, toi aussi, ta petite amie imaginaire s'appelle Sylvie ?» Et Mathieu lui répond « Non, c'est souvenir de l'Afrique équatoriale. » Quand je pense que je suis même pas payé. Matisse fait l'éloge de la polygamie, mais encore faudrait-il que plus d'une femme accepte de subir sa voix de crécelle et son verbe pauvre. Je pense pas un mot de ce que je dis, c'est pour jouer. Hein. Quoique. Déjà que sa mère, lorsqu'il naquit, il y a 15 ans et demi, déjà que sa mère, dis-je, eut envie d'avorter dès qu'il sut dire « maman ». Je doute qu'une cohorte de groupies se batte aujourd'hui pour mâchouiller son herpès génital. Si Matisse souhaite accéder à la multiplicité des rapports sexuels, je ne vois qu'une seule solution, les putes. Et je ne parle pas seulement des organisatrices d'Eloquentia, qui, elles, sont bel et bien gratuites. Il faut dire qu'après 2 heures de train, il ne manquerait plus que je raque.
Quant au second candidat... Je t'avais prévenu, hein. Quant au second candidat qui ne cesse de nous rappeler ses origines africaines, sans doute afin que d'obscures associations politiquement correctes nous empêchent d'en dire du mal, tu te trompes. Pour moi, Matisse n'est qu'un jeune con trop longtemps assoupi dans une cabine d'UV. De plus, comme dirait le philosophe humaniste Jean-François Copé, le fait d'être un enfant de l'immigration ne donne pas que des droits. Il donne aussi des devoirs, à commencer par celui de parler français. Quant à l'effronterie avec laquelle il a osé évoquer mes récents chagrins d'amour, je me permettrai de te rappeler que je suis encore fragile. Étant blanc et français, j'ai un cœur. Le blanc est sensible, le blanc est susceptible, et par conséquent, ce soir, le blanc est raciste. Merci. Bien, on va faire une petite pause, le temps que les membres du jury délibèrent. Il est 6h15, on va laisser peut-être un petit quart d'heure, 20 minutes à peu près. 20 minutes, 20 bonnes minutes. Donc, vous pouvez sortir si vous souhaitez. Non, mais ils vont rester. Voilà. Revenez bien pour 32, quoi. Je vous avais dit de pas être... J'étais pas hyper en forme. Ah oui, avec plaisir. Ouais, je vais le faire juste après. Rapide.
C'est ce que ça représente, c'est ce que ça coûte. C'est un peu différent. Bah, il faudra ça comme ça de dire, parce que moi, je suis spécialisé. Moi, généralement, je ne sais pas de casse. J'ai gagné. J'ai personne sous la main, je n'ai pas un appartement. Alors, en fait, ouais, c'est l'Andwell, on est 4. C'est leur price, c'est 80. Et il y a des commissions des consultants. Donc en fait, on fait alors, non, on fait pas tellement de contentieux. Non, on fait pas tellement de postulation. En revanche, on fait. Moi, je suis droit des sociétés. Enfin, une question de droit du travail, je le fais moi-même. On essaie de rester sur d'autres spécialités. Bah, c'est un peu de briquet de droit. Il y a des relations Bonsoir à tous. Je suis ici en tant que membre du programme Google à Audencia. Et du coup, je représente Google pour offrir les lots aux différents participants et surtout aux gagnants. Et donc, je suis très heureux de pouvoir offrir aux gagnants notamment, ou à la gagnante, on verra ça, l'opportunité de pouvoir aller sur le siège, au siège européen de Google qui se situe à Dublin, et de pouvoir ensuite découvrir les différentes activités, parler aux différents collaborateurs et plus si affinité. Et j'en profite pour remercier Price qui nous permet de financer en partie ce séjour. Et j'en profite également pour souligner que par l'intermédiaire de ce concours Eloquentia, Google lance une année entière de présence à Audencia par l'intermédiaire de mes 3 acolytes qui vont revenir en janvier d'IPM et donc qui continueront à faire des événements. Voilà, je vous remercie et bravo pour ce concours, c'était vraiment très sympa. Merci. Bon, alors voilà, j'ai l'impression d'être vieux quand je fais des trucs comme ça. Je voulais, deux mots avant de vous quitter, de partir. Je sais pas où d'ailleurs, où je vais partir, mais enfin je vais partir quelque part. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est mort ce soir. Il se passe des trucs à Nantes ou pas? Ça bouge. J'ai toujours apprécié, moi, ces concours d'éloquence. En fait, j'avais rencontré quelques-uns de mes camarades du jury parce que j'avais passé une soirée absolument exceptionnelle au concours Berryer.
sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est vachement bien. Et c'est tellement bien, parfois il y a même des candidats ou des secrétaires, des jurys qui sont bien meilleurs que certains comiques qu'on voit dans des trucs de stand-up et tout ça. Et parfois on se dit merde, putain, il va devenir avocat, mais s'il pouvait jouer au point-virgule, ça ferait du bien à tout le monde aussi. Enfin bon, j'aime bien les concours d'éloquence, pas du tout par mon intérêt pour la compétition, car tout le monde dit ça, mais c'est vrai, ça veut strictement rien dire. Mais parce que l'éloquence, c'est pas seulement s'envoyer des vannes dans la gueule, comme on l'a fait pour s'amuser. L'éloquence, moi, c'est quelque chose qui a toujours compté quand j'étais jeune. Parce que l'éloquence, pour moi, alors je vais devenir un peu chiant, mais c'est savoir exprimer ses sentiments, par exemple, à une femme ou à un homme, sans que celui-ci se mette à bâiller, par exemple. Ce qui est mieux. Parce que je t'aime mal dit, c'est comme va te faire enculer. Ça n'a aucun intérêt. L'éloquence, c'est donner un cours de collège ou de lycée ou à la fac. C'est donner un cours sans que les élèves aient envie de retourner au café pour se péter la gueule à coups de bière de Noël, par exemple, aussi, ça c'est important. Moi, je sais que j'ai été consterné par certains de mes profs et je ne saurais trop encourager à l'école, partout, ce genre de trucs parce que ça fait travailler l'éloquence. Et l'éloquence, c'est formidable. C'est formidable parce que c'est plein de trucs. C'est aussi présenter le JT sans que les téléspectateurs aient envie de zapper sur une émission de télé-réalité. C'est donner du relief à ce qu'on pense. L'éloquence, c'est quand la vie redevient vivante. Voilà, ça c'était mon petit moment un peu chiant. Donc le quatrième, qui, contrairement à ce qu'on a dit pour vous faire sourire, encore une fois, a été très charmant et très malicieux, c'est Benoît Bergeon. La troisième, qui a eu la difficulté terrible de s'exprimer en premier. Donc on se moque, mais en fait, moi, quand je t'ai regardé arriver, je me suis dit, putain, elle n'a pas de bol sur ce coup-là. Parce que c'est difficile, et tu t'en es super bien tiré. Et tu t'appelles Lucille Borel. Voilà. Et tu vas repartir avec un sac de préservatifs. Non, moi je baisse jamais avec capote. Désolé. Le mec peut pas s'empêcher de dire des conneries. Et le gagnant, ouais, on m'a dit que finalement le deuxième il comprendrait que c'est le deuxième puisque voilà, le cousin de la myopathe de tout à l'heure. Le gagnant, eh ben ce soir il s'appelle Mathis Pellerin. Bravo. Mais pardon, mais je tiens quand même moi à dire, et je suis très sincère, parce qu'on a discuté un peu là-bas, que moi personnellement, j'ai aussi énormément apprécié Mathieu Bouda. Très bien, donc la remise des prix a été faite. Bravo encore aux 4. Moi, je tenais à remercier donc PVC pour le soutien qu'ils nous ont apporté, enfin qu'ils m'ont apporté pour l'organisation de ce concours. PWC, pardon. Je remercie aussi Google par l'intermédiaire d'Alexandre Fagnus et de Ronan qui nous ont permis d'organiser ça. Donc le gagnant partira à Dublin, visiter pendant une journée les locaux de Google. Puis je remercie aussi très chaleureusement tous les membres du jury qui ont accepté de participer à cette soirée. Voilà, je crois qu'on peut encore les applaudir.
Et j'espère que l'année prochaine, d'autres concours de ce type, Eloquentia, se reproduiront. Comme ça, vous aurez encore l'occasion de les retrouver. Voilà. Bonne soirée à tous et merci. Alors, moi je vais juste remercier. Non, moi je voulais juste remercier en fait mes amis, donc mes colocs tout d'abord, qui sont une grande source d'inspiration, les puceaux de la gloire de Nantes, que j'aime beaucoup, et à vous tous aussi d'être venus nous écouter. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.